soir de vous présenter la thématique portant à vous montrer comment devenir un excellent orateur au regard de mes expériences passées. Bien évidemment, Cicéron, le père des avocats et l'un des plus grands plaideurs, affirmait en son temps, je cite, « On n'est pas orateur, on le devient ». Comme pour dire que on peut naître poète, mais en fait, orateur, on le devient. Pour reprendre l'expression latine, nascutu poetas sine oratores. Je vais donc vous présenter, d'entrée de jeu, quelles sont les étapes nécessaires pour pour construire une argumentation solide, ou si vous voulez, une communication convaincante. Que ce soit Cicéron, Aristote ou Démosthène, il est universellement connu qu'une argumentation ou une communication qui se veut valorisante et solide devrait osciller autour de 3 dimensions fondamentales: le logos, l'éthos et le pathos. Je m'explique. Le logos, c'est la dimension scientifique de l'argumentation. Le pathos, c'est l'aspect qui vise à émouvoir. Et ensuite, l'éthos qui vise à faire plaisir. Si vous voulez bien, après cette dimension, je vous démontrerai alors quelles seraient les qualités nécessaires pour pouvoir construire une argumentation qui se veut plus convaincante. Par la suite, je vais, pour reprendre une expression très canadienne, cristalliser ce débat, bien que ça se présente comme un méta-débat. Alors, le tout premier élément de la construction d'une argumentation solide, c'est le logos. Alors, comment argumenter, comment trouver des arguments les plus solides? Tout d'abord, l'orateur, c'est un homme très cultivé, qui est doué d'un savoir, excusez-moi l'expression, encyclopédique, c'est-à-dire que ce soit dans la littérature, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans le droit, que ce soit dans la géographie, il y puise les connaissances nécessaires pour pouvoir bâtir un raisonnement des plus fructueux. Bon, généralement, c'est porté sur des connaissances philosophiques, mais excusez-moi un peu parce que avec l'expérience que j'ai eue, que ce soit au Canada, que ce soit en Europe, ou bien avec les orateurs diversifiés et d'origines diverses que j'ai connus, j'ai vu généralement des orateurs venant d'Afrique qui pourtant a une culture essentiellement basée sur l'oralité, mépriser cet aspect culturel en allant parfois dans des terrains scientifiques et oratoires qu'ils ne maîtrisent pas beaucoup. Je crois qu'il serait important pour l'innovateur, le scientifique ou l'orateur africain d'aller puiser aussi dans la littérature africaine, lire des auteurs comme Cheikh Anta Diop, lire des auteurs comme Seydou Badian, Tino Achebe, qui quand même ont développé des sagesses qui n'ont pas de comparaison ailleurs. Écoutez aussi les sages d'Afrique, assister à des événements comme Soir au village ou autour du feu, des vieillards racontent des contes et légendes de l'Afrique ancienne. Ce sont des sources de sagesse qui pourraient à un moment donné inspirer l'orateur africain qui, après tout, est un orateur original. Donc, après avoir trouvé tous ces éléments, sans lesquels un discours ne serait qu'une pure vue de l'esprit, il faut donc disposer ces arguments-là, aller trouver ce qui est utile, ce qui est agréable, séparer ce qui est étranger au sujet et ce qui peut contribuer à l'avancée du sujet, réunir vraiment les arguments qui se ressemblent et séparer vraiment les arguments dissemblants et à partir de là, construire une argumentation solide. Une fois la disposition établie, c'est un effort qui relève plus de la logique que de l'oratoire, l'art de disposer ses arguments, de savoir quel sera mon argument principal, quel sera mon argument secondaire, et par la suite, est-ce qu'il y a une autorité qui s'est exprimée sur la question? Y a-t-il un auteur? Y a-t-il un article de loi si on est juriste? Ou y a-t-il un élément qui est susceptible de renforcer ce discours-là? Après cet aspect, il est donc question dans l'introduction de son point, de parler c'est-à-dire d'annoncer le sujet, l'exode qui constitue la phase où l'orateur doit faire plaisir à son auditoire, où l'orateur doit toucher la sensibilité
de son auditoire quant à la question ou bien le sujet qu'il souhaite développer. Par la suite, il faut apporter les arguments secondaires et cristalliser ou encore montrer pourquoi l'argument contribue à la thèse qu'on est en train de vouloir défendre. Par la suite, il faut l'émouvoir. Comment l'émouvoir? C'est plus des efforts stylistiques, des efforts sémantiques, des efforts morphosyntaxiques ou encore des efforts rhétoriques. Et l'un des dangers ici, c'est de confondre un argument à de la rhétorique. La rhétorique, c'est tout ce qui contribue à rendre un discours beau, à rendre un discours éloquent, à rendre un discours vraiment séducteur. Ces points étant évacués, je vais vous présenter un peu les grands systèmes argumentatifs du monde. Et à la suite de cette présentation, nous verrons quelles seront donc les qualités de l'orateur citoyen du monde. Il y a deux grands systèmes que je connais. Le système d'argumentation style parlementaire canadien et style parlementaire français. Le style parlementaire canadien est un style essentiellement fondé sur l'argument, 60% de points octroyés à l'argumentation et 40% à la forme. Ce qui est l'inverse au style parlementaire français. Donc c'est deux styles vraiment qui sont opposés, mais chaque style a ses forces, chaque style a ses faiblesses. Alors, quel serait donc l'orateur idéal? Est-ce l'orateur canadien ou l'orateur issu des conceptions européennes du débat? Il me semble que le meilleur orateur serait celui qui parviendrait à tirer des avantages, que ce soit du style français ou du style canadien, pour pouvoir à 50-50% avoir des arguments forts, mais aussi avoir une prestance tout aussi intéressante. Donc, voilà pourquoi c'est vraiment important de le faire. Et un auteur l'avait dit, Antoine-Marie Roger, je cite, « Être homme, c'est précisément être responsable. C'est être perturbé face à des situations qui semblaient dépendre de soi. C'est être fier d'une victoire que des camarades ont remportée. Et c'est sentir qu'à chaque fois, en posant sa pierre, on contribue à bâtir le monde. » Alors, doit-on faire du débat pour du débat? Doit-on débattre parce qu'on veut, je ne sais pas, s'emporter dans des tournures rhétoriques? Je crois que non. S'il fallait faire du débat pour du débat, je ne sais pas, ce serait juste des gymnastiques intellectuelles stériles. Alors, quelles seraient donc les qualités du meilleur orateur? Le meilleur orateur, c'est vraiment celui qui débat pour des questions évolutives qui permettent un changement systémique de la société. Par exemple, pour un innovateur, pour un ingénieur, pour un homme d'affaires, les qualités oratoires permettraient d'avoir d'excellentes qualités lors de la négociation de ces contrats. Les qualités oratoires permettraient de faire les meilleures médiations. Ça permettrait de faire des meilleures présentations. Pour qu'à la fin d'une présentation, vous voulez séduire un auditeur sur la raison d'adhérer à votre projet, qu'une jeune demoiselle vous dit oui, cet homme m'a touché le cœur, je vais adhérer à son projet, je vais participer à la construction de ce projet, pour permettre non seulement de permettre une avancée économique, mais une avancée sociale. Moi, de mon côté, lorsque j'ai eu à développer plusieurs talents oratoires, je me suis impliqué dans plusieurs causes sociales. Par exemple, comme vous avez sans doute entendu, je me suis impliqué dans la lutte contre les discours de haine mêlant au terrorisme et à la radicalisation. Je crois que le débat, c'est très important parce que c'est ça qui permettra demain de construire une Afrique vraiment pacifique où les conflits armés seraient véritablement relayés au magasin de l'histoire. C'est ça qui permettrait de construire une Afrique où une francophonie, où le racisme, où l'islamophobie, où toute forme de discrimination serait véritablement relayée au magasin de l'histoire. C'est ça qui permettrait de construire un monde de paix dans lequel vraiment une certaine idée de vivre ensemble est partagée par tout le monde. Parce que si on ne parvient pas à dénoncer les questions de corruption qui, dans plusieurs États, ne cessent de croître comme des champignons de mer et deviennent de plus en plus des serpents de mer, on est complice pour ces fléaux-là. Si on ne veut pas dénoncer tout ce qui a trait au commerce inéquitable entre les nations,
où la plupart des nations sous-développées ont pendant longtemps engraissé les vaches des nations développées, on n'assume pas sa responsabilité sociale. Et pour le faire, il faut développer, selon moi, l'oratoire pour plaider des grandes causes. Comme juriste, comme avocat, pour contribuer à la justice sociale. Alors, c'est important de devenir des orateurs. Alors, pratiquement, qu'est-ce qu'il faudra faire? Tout, comme je vous l'ai dit au début, on ne n'est pas orateur, on le devient. Il faut, selon moi, s'impliquer dans des clubs de débat. Moi, j'ai fait le club de débat de l'Université de Montréal. J'ai fait plusieurs simulations parlementaires à Montréal, le Jeune Conseil de Montréal. C'est des organismes qui m'ont permis de développer ma façon structurée de penser. Parce qu'il ne faut pas parler pour parler, mais il faut parler avec une certaine logique, une certaine stratégie qui permet d'avoir un impact sur tout ce qui pourrait permettre à la société d'avancer. Donc, c'est vraiment difficile en si peu de temps de vous faire une balayage globale sur ce que constitue l'oratoire, mais peut-être on aura d'autres occasions. Mais comme je vous l'ai dit, dites-vous qu'on ne naît pas orateur, on le devient et ça commence maintenant. Je vous remercie.